Depuis le début des années 60, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour faire avancer la cause souverainiste du Québec. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur 5 personnages qui ont considérablement marqué l'histoire de notre nation. Leurs parcours uniques seront racontés par d'ex-ministres, des journalistes ainsi que des historiens. René Lévesque est le père du mouvement souverainiste québécois. En 1968, il fonda le Parti québécois avec un seul objectif en tête, qu'un jour, que le Québec devienne un pays. Le parcours de M. Lévesque sera raconté par l'ex-ministre péquiste Jacques Léonard. M. Léonard a travaillé dans le gouvernement Lévesque en tant que ministre de l'Aménagement, ministre des Affaires municipales et ministre des Transports. En 70, c'était le ralliement. Le RIN en 69 s'est dissous en faveur du Parti québécois. Oui. Et 70, c'était le ralliement. Donc, c'est Lévesque qui est devenu le chef des souverainistes. Et moi, je dirais que tout le monde s'est rallié à peu près. Les souverainistes se sont ralliés à René Lévesque. Oui, c'est ça. Oui, c'était. Donc, c'était un chef incontesté. Et c'était au point où il est resté chef du Parti québécois, même après la défaite de 73. Moi, j'étais d'accord absolument, même au cours ou quelques mois avant l'élection, il y avait des gens qui commençaient à contester l'évêque très sérieusement. Puis, non, moi, j'étais d'accord. Il fallait que l'évêque reste là, puis il a gagné l'élection d'ailleurs. Le 15 novembre 1976, le Parti québécois de René Lévesque obtient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Avec 71 sièges sur 110, le parti fait un bond de 65 sièges et il forme officiellement le premier gouvernement indépendantiste de l'histoire du Québec. Avoir expliqué et avoir convaincu les gens. C'est ça. Ça, c'était fondamental. Après, il y avait eu lui-même, l'évêque, l'expérience, des expériences à Radio-Canada, quand il était comme journaliste. Et puis, il y a eu une expérience comme ministre du gouvernement Lesage. Puis, à la suite aussi des difficultés qu'il y avait. Et à chaque fois, on se heurtait à une constitution, puis avec des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait, ce qu'on voulait. Ça a été l'occasion de grands débats, là. Par exemple, autour de la question, avec Claude Morin, qui était ministre des Affaires intergouvernementales. Et puis, au fond, l'évêque avait pris l'engagement de faire un référendum dès le premier mandat. Donc, et puis, il estimait qu'il devait le faire, quel que soit le résultat. Et finalement, la nécessité de le faire, c'était comme acquis, je pense. Il faut quand même amener les Québécois à décider. Alors, et puis, durant tout ce temps-là, les débats portaient beaucoup sur les effets économiques de l'indépendance. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé que dans ce temps-là. Le 20 mai 1980, la population québécoise est appelée à décider, par l'entremise d'un référendum, s'il donne le mandat au gouvernement québécois de négocier avec le gouvernement fédéral une entente de souveraineté-association. Sans surprise, le non l'emporte avec 59% des voix. Moins d'un an plus tard, en 1981, les Québécois votent à 49% en faveur du PQ. Le peuple fait donc encore confiance à René Lévesque pour diriger le Québec, malgré la défaite référendaire. Les Québécois ont voté contre l'idée de la souveraineté en 80, mais ils nous ont élus au gouvernement il y a quelques mois après, un an après. Alors, donc, je pense que là-dessus, il y a eu un jugement qui a été porté. Par ailleurs, la suite des choses, c'était vraiment une autre atmosphère. Alors, l'évêque était encore en poste au début de 85, mais les choses allaient mal. Et là, le parti, puis il y avait des gens qui voulaient sa tête. L'équipe de Pierre Mac Johnson voulait le remplacer. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Jusqu'à un certain point, lorsqu'il a mis, disons, il a mis le point sur la table en novembre 84, il a scié la branche qui l'appuyait. Okay. Moi, c'est la lecture que je fais de l'histoire, mais qu'on faisait aussi à ce moment-là. Mais il refusait d'en parler plus longtemps, puis bon, ben, on se ralliait au fait qu'on avait perdu, puis qu'il y avait le rapatriement de la Constitution. C'est ce qu'on a appelé le beau risque là, qui commençait. Le beau risque est l'idée post-référendaire de l'évêque, pour négocier un fédéralisme renouvelé avec Brian Mulroney. C'est à ce moment que plusieurs ministres et députés quittèrent le caucus du Parti québécois car ils ne se voyaient pas accepter un éventuel projet l'évêque Mulroney. Parmi ceux-ci, on retrouve le père de la loi 101, Camille Lorrain, ainsi que Jacques Parizeau, qui deviendra par la suite premier ministre du Québec. Alors, l'évêque aurait été battu au Conseil national de juin 85. Oui. Devant la perspective, il a plutôt abandonné. Puis, il y a eu la convocation d'une course à la chefferie où Pierre-Marc Johnson a été désigné le porte-étendard du PQ. L'évêque, à ce moment-là, il a démissionné. Et puis, il était 2 ans, mais il est décédé 2 ans après, en novembre 87. C'est un peu triste, tout ça. C'est une période très triste. Puis pourtant, on avait fait plein de choses. L'économie du Québec commençait vraiment à se relever. Puis on avait posé des gestes majeurs pour relever le Québec. Puis ça a été difficile, mais on avait passé à travers. C'est quoi l'héritage que M. Lévesque a laissé sur le mouvement souverainiste? L'obligation de réussir après lui. Jacques Parizeau est le premier ministre du Québec à l'occasion du deuxième référendum en 1995. Le parcours de Jacques Parizeau sera raconté par l'ex-ministre péquiste Jacques Léonard. Dans le gouvernement Parizeau, Jacques Léonard occupa les fonctions de vice-président du Conseil du Trésor, ministre des Transports, ainsi que ministre de la fonction publique. Après le décès de l'évêque, Parizeau, là, il fallait repenser un nouveau chef, et c'est comme ça que Parizeau est arrivé. Dès la fin de 87, il était, disons, sur les rangs, puis il a été élu au début de 88 à la direction du parti. Est-ce que c'est une voie nouvelle, M. Parizeau? Moi, je ne dirais pas que c'est une voie nouvelle. C'est une voie beaucoup plus claire, qui faisait le compte des expériences qu'on avait vécues. Il n'y avait pas d'ambiguïté avec Parizeau, on faisait l'indépendance. On choisit d'être de tel pays ou pas. Puis c'est un choix qui transcende tout le reste. Alors, Parizeau, c'était clair. Parizeau était un indépendantiste. Moi, je lui reconnais ça profondément. Alors qu'il y en a d'autres qui avaient l'indépendance plutôt molle, mettons. Ça, je pense que c'était... Mais il y a eu finalement, le référendum de 95 était sur une base de compromis, ce qui a fait que Bouchard a rallié, qu'il est allé chercher 10% du vote. Le 30 octobre 1995, la population québécoise est appelée à décider, par l'entremise d'un second référendum, s'il donne le mandat au gouvernement québécois de négocier une entente de sortie avec les gouvernements des provinces ainsi que le gouvernement fédéral. Le camp du non l'emporta avec seulement 54 288 voix d'avance sur le camp du oui. Le soir du référendum, Jacques Parizeau met la défaite sur le dos de l'argent ainsi que du vote ethnique. Il démissionne de son rôle de premier ministre le lendemain. En 1995, Jacques Parizeau avait nommé Lucien Bouchard pour être le négociateur du Québec dans une éventuelle victoire du oui. Bouchard deviendra ensuite premier ministre du Québec. Son parcours sera raconté par le chroniqueur du quotidien La Presse, Yves Boisvert.
Ce dernier a réalisé un documentaire de 3 heures sur la vie de Lucien Bouchard en 2013. Mais c'était pas... il n'avait pas l'idée d'une carrière politique et certainement pas d'être un leader souverainiste. À l'époque, il était fédéral. Il était nationaliste, mais il était même... quand Pierre-Éliott Trudeau est arrivé, il supportait de fin des années 60. C'était quelqu'un qui admirait à ce moment-là. Mais donc, il est devenu un avocat à Chicoutimi. Oui. Et très prospère, hein, quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Il était dans un grand bureau, enfin un bureau important à Chicoutimi. Et il avait du succès. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé fort. Et puis, mais ce qui a changé politiquement pour lui, c'est la crise d'octobre. Et là, il y a eu une rupture pour lui politiquement, mais il se faisait tirer l'oreille quand même pour joindre le Parti québécois. Il y avait là-bas Marc-André Bédard, qui est devenu éventuellement le premier ministre de la Justice sous Lévesque, et qui était avocat à Chicoutimi, et qui lui disait « Viens avec nous, tu devrais rejoindre le parti. » Même... et là, finalement, il a signé sa carte de membre. René Lévesque a voulu qu'il se présente comme candidat aux élections. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si c'était celle de 73 ou 76. Tous ces détails-là, je ne les ai pas devant moi. Mais là, à ce moment-là, il est souverainiste. Et puis, mais il est très ami encore avec Brian Mulroney. Et des gens qui vont être éventuellement dans son entourage. Et Mulroney, c'est quelqu'un qui vient de Bécomo. Son père aussi était un ouvrier, était un électricien. Ils viennent d'un milieu un peu semblable. Ils ont beaucoup connecté ensemble à l'Université Laval parce que c'est pas tout le monde. Il y avait des gens qui venaient d'autres milieux. Puis au plan personnel, ils ont eu une affinité immédiatement. Et Mulroney aussi essayait de le recruter en politique. Il ne voulait rien savoir de ça, vraiment. Il aimait vraiment la pratique du droit. Ayant un lien d'amitié très fort avec Brian Mulroney, datant de leurs études ensemble à l'Université Laval, Lucien Bouchard se fait proposer par ce même Mulroney le poste d'ambassadeur du Canada en France en 1985. C'est un poste qu'il occupera jusqu'en 1988. Mulroney a convaincu Bouchard de finalement se présenter. Il s'est présenté à une élection partielle et a été élu au Lac-Saint-Jean. Il a été réélu en 88 aux élections générales. Il a tout de suite eu des postes de ministre assez importants. Il était ministre de l'Environnement. Et donc, il s'est retrouvé à peu près je ne me souviens pas combien, 10, 15, 20 députés indépendants qui avaient quitté ou le Parti conservateur ou le Parti libéral, surtout le Parti conservateur, et qui n'avaient pas vraiment de projet, qui ne savaient pas trop quoi faire, mais qui voulaient affirmer les pouvoirs du Québec et qui ont décidé de s'appeler le Bloc québécois. En 1993, c'est Bouchard qui dirige la formation du Bloc québécois. Le Parti progressiste conservateur de Kim Campbell passe à la surprise générale de 156 à 2 élus. Le Bloc s'empare de 54 sièges au Québec et devient l'opposition officielle des libéraux de Jean Chrétien. L'opposition loyale de Sa Majesté, c'est le Bloc québécois. Ouais, c'est ça. Alors, ça fait une commotion incroyable. Il y a des gens qui veulent faire accuser Lucien Bouchard de traîtrise en disant qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui représente l'opposition qui est un sécessionniste. Parizeau respecte sa parole. Il reste référendum dans un an ou un petit peu plus qu'un an, finalement. Et donc, ça a lieu le 30 octobre 1995. Et avec une question... trop long. Il s'enligne vers une question claire. Mais finalement, la question claire, les sondages montrent que les résultats ne seront pas trop bons. Là, alors, finalement, il embarque le jeune Dumont, qui est là avec une couple de députés à l'Action démocratique du Québec. Puis, il fait un genre d'accord solennel. Puis, Lucien Bouchard est là, puis ils signent les trois une espèce de document. Le 12 juin 1995,
Jacques Parizeau est accompagné du chef bloquiste Lucien Bouchard et du jeune chef de l'ADQ Mario Dumont. C'est à ce moment qu'ils se mettent tous d'accord sur le processus qui mènera au référendum de 1995. Quand la campagne commence, les chiffres sont pas bons, là. Et donc, on décide de faire la campagne du oui, décide de donner un rôle plus important à Lucien Bouchard. On le nomme négociateur en chef. C'est ça. La campagne vire de bord. Et là, le oui monte avec lui. Puis, il a fait le tour du Québec. Il faisait 2-3 discours par jour, là. Il chauffait les salles à bloc, etc. Mais finalement, bon, à 50 000 votes près, ça n'a pas fonctionné. Mais le jour même, ils pensaient gagner. Et il est découragé. Et puis, il veut mettre fin à sa carrière. Mais finalement, Parizeau démissionne. Démissionne le lendemain. Donc là, on décide la nation l'appelle pour revenir à Québec. C'est lui qui devient chef du PQ. Et là, il devient chef de gouvernement. Et là, il ne marchait plus sur l'eau. Là, parce que là, il n'y avait pas de référendum à l'horizon. Il fallait gérer le Québec. Il fallait mettre de l'ordre dans les finances publiques. Il fallait à tous les dossiers quotidiens. Il représentait la passion. Il représentait ce que Parizeau n'était pas capable d'incarner, c'est-à-dire qu'il était proche des gens. Les gens se reconnaissaient en lui. Il était un peu l'héritier de René Lévesque dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était capable de chauffer une salle, de chauffer une foule et de parler au monde ordinaire. Louise Baudouin est une femme qui a toujours prôné l'importance du français au Québec. Elle a d'ailleurs occupé le rôle de ministre de la francophonie. Son parcours sera raconté par l'historien Michel Pratt. M. Pratt est un historien et toponymiste québécois. D'abord et avant tout, elle obtient une licence, là. Une licence, c'est l'équivalent d'un bac spécialisé aujourd'hui. Puis elle va obtenir plus tard, elle va obtenir une maîtrise en histoire également. Mais ce qui est très important, c'est que entre 1967 et 1969, donc pendant 2 ans, elle est étudiée à Paris, à la Sorbonne, parce qu'elle a développé énormément de contacts avec la France, qu'elle connaissait en habitant là 2 ans plein temps. Puis, donc, elle est revenue avec un diplôme en sociologie. Alors, elle développe des affinités en relations internationales. Et ça, le terme, là, relations internationales, là, c'est véritablement son qualificatif qui va la suivre là, jusqu'à la toute fin de sa carrière. Alors, sur le plan politique, elle avait adhéré au RIN, là, donc le groupement indépendantiste De Pierre Bourgault. de Pierre Bourgault. Et puis, en 1970, là, elle va prendre sa carte de membre du Parti québécois. Donc, une historienne qui est en France, qui a développé des affinités dans le secteur des relations internationales, la francophonie. Au Parti québécois, il n'y en a pas des tonnes de gens comme elle qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Alors, c'est certain qu'on va vouloir qu'elle continue à travailler dans ces ministères-là. Puis, elle va travailler pour, évidemment, Claude Morin. Puis, elle a été nommée déléguée générale Du Québec à Paris. du Québec à Paris, ouais, dans la Maison du Québec, entre autres, puis tout ça. Puis elle est restée là quand même un certain temps, là, un peu plus qu'un an, en tout cas, ça c'est certain, 84-85 dans ce coin-là. Et puis, encore une fois, donc, puis tout ça, là, tu comprends-tu, sa visite à l'université, ensuite son travail à Paris, vont lui valoir des honneurs quand même assez majeurs. Là où ça devient plus important, c'est lorsqu'elle s'engage, évidemment, ensuite en politique active. Oui. Et non pas juste comme fonctionnaire. Alors, en politique active, c'est très stratégique parce qu'elle va devenir députée à l'Assemblée nationale dans la circonscription de Chambly. Oui. En 94. 94, là, il faut que tu te situes, là. 94, c'est 1 an avant le fameux référendum. Oui. Et ce référendum-là, il faut le préparer. Elle est élue en
bien sûr, il est élu dans le Chambly en 94. Et il faut le préparer. Et une des choses les plus importantes que tu peux faire quand tu prépares une élection, ben là, c'est plus qu'une élection, c'est carrément un référendum sur l'avenir du Québec. Il faut que tu t'assures que tu aies des appuis, puis des appuis inconditionnels qui font en sorte que si jamais on déclare en 95, à la suite d'une victoire, l'indépendance, il va falloir qu'on ait des accords avec d'autres pays qui ne prennent pas 6 mois, 1 an à se développer. Elle va occuper des fonctions majeures sur les gouvernements pour lesquels elle va être aux élections de 94, donc 94 à 98, 98 à 2003. Elle va obtenir des postes très, très, très importants, dont celui du ministère des Affaires intergouvernementales. C'est une femme également, et des femmes qui ont marqué l'histoire, en particulier au Parti québécois. Il n'y en a pas des tonnes. Il y avait Lise Payette là, en 76, 15 ans en 76. Et il y a bien sûr eu Pauline Marois, comme ça. Alors, on lui confie quand même des fonctions majeures parce qu'on va aller chercher le vote des femmes au référendum de 95. Tu comprends-tu? C'est important là, stratégiquement. L'électorat féminin, des fois, ne vote pas tout le temps de la même façon que l'électorat masculin. Donc, là, c'est toujours la même chose. C'est pas compliqué, Louise Baudouin. C'est les affaires intergouvernementales, c'est les relations internationales principalement. Mais compte tenu de son affinité avec la France, il y a un dossier pour lequel elle va travailler beaucoup. Et c'est celui de la francophonie. Tu comprends-tu? Et elle va se faire un nom à l'échelle internationale dans la francophonie. Des attributions gouvernementales au plan du respect ou de l'application de la loi 101. Tu vois? Alors, tu vois que c'est quelqu'un pour qui la langue est véritablement très, très importante. La loi 101 est la loi qui confirme le français comme seule et unique langue officielle du Québec. Cette loi est adoptée le 26 août 1977 par l'Assemblée nationale du Québec. La loi a été proposée par le ministre du Développement culturel, Camille Lorrain. Madame Baudouin joue un rôle prédominant dans l'application et le respect de la Charte de la langue française, aussi appelée la loi 101. Mais au niveau de sa relation avec la souveraineté du Québec, il est, tu comprends-tu, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, c'est une contribution qui est importante et elle a été, à mon avis, significativement majeure. Gilles Duceppe est le premier souverainiste à avoir été élu par le peuple aux communes, à Ottawa. C'est sous la bannière du Bloc québécois que M. Duceppe a défendu les intérêts des Québécois durant presque 25 ans. Le parcours de M. Duceppe sera raconté par Joël Denis Bellavance, correspondant à Ottawa pour la presse depuis 1998. Gilles Duceppe a longtemps été le visage du Bloc québécois. Et je vous dirais un visage intéressant parce que c'était pas un souverainiste, je ne le mettrais pas comme dans la classe des souverainistes purs et durs, si tu veux. C'était quelqu'un qui était parlable. Il était à Ottawa pour défendre d'abord et avant tout les intérêts du Québec et les travailleurs aussi. Parce que c'est un ancien syndicaliste et beaucoup des idées qu'il défendait à Ottawa, c'était aussi pour aider les travailleurs du Québec. Mais d'abord, il y a eu Lucien Bouchard, qui était chef du Bloc québécois. Lui était le premier député du Bloc québécois élu lors d'une élection partielle en 1990. C'est ça, en août 1990. C'était quelques semaines après l'échec du lac Meach. Donc, la fièvre souverainiste était à son paroxysme. Et puis, Gilles Duceppe a surfé là-dessus, évidemment, mais il est devenu le premier souverainiste du Bloc québécois élu. C'est en 1990 que Gilles Duceppe est élu par les électeurs du comté de Laurier-Sainte-Marie à la Chambre des communes. C'est la première victoire d'un bloquiste, car les autres députés étaient d'anciens députés progressistes conservateurs ou libéraux. Et lui est devenu chef après en 97, peu de temps avant les élections fédérales de 97. Il a pris son envol après ça. Il est devenu véritablement un chef influent par la suite. Il a pris confiance et même dans les débats durant les campagnes électorales, l'exemple de 2000 me vient à l'esprit, les gens disaient que Gilles Duceppe avait gagné finalement le débat, puis il y avait des gens qui se trouvaient à l'extérieur du Québec que s'ils avaient pu, ils auraient voté pour le Bloc québécois et Gilles Duceppe parce qu'ils étaient tellement séduits par
sa défense des intérêts des travailleurs. Le Bloc devait être temporaire. Ouais, C'est encore... il a presque disparu de la carte. En 2011, il y a 4 sièges seulement. Presque disparu de la carte. Et ça, cette défaite-là, Gilles Duceppe l'a vraiment pris dur. Il a vu ça comme un rejet. Et on l'a vu, il était sonné, vraiment sonné, là. Il ne pensait pas que les Québécois pouvaient un jour se retourner contre le Bloc québécois. Gilles Duceppe est revenu de façon temporaire en 2015, n'a pas pu faire mieux que 10 sièges. Donc, les Québécois ont tourné la page sur Gilles Duceppe. Ils l'apprécient, mais ils ont tourné la page. Et peut-être qu'à force de s'accrocher trop longtemps au même poste, on perd un peu de son efficacité. Ça illustre peut-être ça, c'est qu'il a été trop longtemps dans le paysage politique, les Québécois s'en sont lassés. Vu de l'extérieur du Québec, le Bloc est vu comme un parti politique qui a su défendre les intérêts du Québec, faire passer les intérêts du Québec avant les intérêts des autres. Il travaille très fort, il maîtrisait beaucoup, beaucoup ses dossiers. C'était très difficile de le prendre au dépourvu dans un débat ou encore dans une entrevue. Il avait toujours fait ses devoirs avant d'aller au Parlement, avant de rencontrer la presse, avant de participer à des débats. Il était prêt. Gilles Duceppe connaît le Québec comme le fond de sa poche. Ouais, donc, connaître le Québec, connaître la culture, connaître les questions importantes pour chacune des régions, tu es capable de les amener, que ce soit les travailleurs du Saguenay, que ce soit les gens de Val-d'Or ou Rouyn-Noranda ou encore à Estrie, Sherbrooke ou le Laurentide, ils connaissaient le Québec. Il aime le Québec. Regarde, ça, c'est indéniable. Qu'on soit pour ou contre l'indépendance du Québec, il faut reconnaître l'impact immense que ces gens ont eu sur l'ensemble du peuple québécois. Ce sont des gens qui se sont battus pour les droits des Québécoises et Québécoises, autant sur la scène provinciale que fédérale que mondiale. C'est très important que les jeunes d'aujourd'hui et de demain soient au courant de la vie de ces personnages, car elles font véritablement partie de notre histoire et de notre patrimoine.